The standoff between the Trump administration and the federal courts is intensifying this morning. The federal judge says they have found probable cause to hold the administration in contempt over its immigration policy. NBC's Alice Barr is following those developments for us this morning. Ce qui s'est passé à ce moment-là ne peut être réduit à une erreur de communication, ni à un discours de campagne enflammé. Il s'agissait d'une rupture institutionnelle explicite, retransmise en direct à une nation qui tente encore de maintenir l'illusion de la normalité. La scène où un ministre de la Cour suprême se lève, quitte la salle sans dire un mot et laisse le président parler seul, tandis qu'il se moque ouvertement de la Constitution, n'a pas seulement un impact symbolique. Elle expose avec une précision chirurgicale l'état de détérioration de tout un pays. Un effondrement qui commence par la manière dont un dirigeant s'exprime, mais qui finit par ronger chaque fondation qui soutient le pacte démocratique. Donald Trump n'improvisait pas et ne cherchait pas à faire les gros titres. Il lançait un défi public et calculé au cœur même du système judiciaire américain. En insistant, devant les caméras, sur le fait que son autorité présidentielle est au-dessus des lois et des magistrats eux-mêmes, il ne testait pas seulement les limites formelles de sa fonction. Il annonçait à la société qu'il ne reconnaissait pas le contrat institutionnel qui sépare et régule les pouvoirs. Et lorsqu'un des 9 juristes les plus influents du pays quitte la salle pour ne pas cautionner cela, tout le monde juridique comprend immédiatement l'alerte. Nous n'assistons plus à un conflit entre l'exécutif et le judiciaire. Nous assistons à une collision directe entre un projet de pouvoir autoritaire porté par une rhétorique charismatique et les derniers mécanismes de protection d'une démocratie qui respire encore, mais qui est de plus en plus étouffée. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez également que l'issue de cette situation n'est pas synonyme de sécurité. Il ne s'agit plus d'un conflit entre la gauche et la droite. C'est l'affrontement entre l'ambition d'un homme et les lois de tout un pays. Et la question qui résonne, dérangeante, est simple. La loi a-t-elle encore un sens? C'est pourquoi cette vidéo ne traitera pas cet épisode comme une simple polémique de la semaine. Parce que ce n'est pas le cas. Ce à quoi nous assistons, c'est l'étape décisive d'un projet de gouvernement qui ne considère les institutions que comme des outils permettant de valider ses désirs particuliers. Lorsqu'un président se permet, à la télévision nationale, de traiter un juge fédéral de fou et de réclamer publiquement sa destitution en raison d'une décision judiciaire légitime, il n'attaque pas seulement un individu, il sape la notion même selon laquelle le pouvoir judiciaire est libre d'agir conformément à la loi, indépendamment de l'humeur présidentielle. Il crée un précédent dévastateur selon lequel tout juge peut perdre son poste, simplement pour avoir contredit le président. Cela n'a jamais été normal, cela ne devrait jamais être acceptable. L'attaque contre le juge James Boasberg n'est pas un acte isolé, c'est un élément supplémentaire d'une stratégie soigneusement élaborée pour discréditer toute voix qui impose des limites aux volontés de Donald Trump. Il sait exactement ce qu'il fait, en répétant que les juges ne devraient pas remettre en question les actions de l'exécutif. Il réécrit silencieusement, mais de manière dévastatrice, les règles qui sous-tendent l'état de droit, devant une population qui observe souvent en silence, mais ne réagit pas. Et maintenant, lorsque même le président de la Cour suprême, John Roberts, rompt son silence historique et publie une note publique, ce qui est extrêmement rare, c'est parce que même les membres les plus discrets et les plus traditionnels du pouvoir judiciaire ont compris que le danger n'était plus abstrait. Roberts, célèbre pour sa discrétion, n'a pas répondu par des attaques ou des insultes. Il a simplement rappelé que la procédure de destitution n'avait pas été créée pour punir les désaccords judiciaires. Il a souligné qu'il existait une voie légale, soigneusement établie, et que cette voie ne passait ni par les arènes politiques ni par les discours enflammés. Mais c'est précisément ce que Donald Trump refuse d'admettre, suivre la voie légale. Il ne souhaite pas de procédure. Il veut une obéissance immédiate.
Et chaque fois que quelqu'un le confronte, il ne débat pas des arguments, il tente de détruire la réputation, d'enflammer les foules et de transformer toute question technique en persécution personnelle. Et si même le système juridique, fort de siècles de traditions et de protocoles solides, commence à céder à ce type de pression, que reste-t-il aux citoyens lambda dans ce pays? Nous franchissons l'une des frontières les plus dangereuses de l'histoire politique moderne des États-Unis. Un président qui affirme à plusieurs reprises qu'il peut ignorer les décisions judiciaires lorsqu'il le juge opportun, et un pouvoir judiciaire qui tente de se maintenir debout, même sous les attaques calculées d'un dirigeant qui rejette toute limite. Et le plus inquiétant, une grande partie du pays applaudit, non pas parce qu'elle comprend les conséquences, mais parce qu'elle croit que quelqu'un est enfin en train de corriger un système considéré comme corrompu. Mais que se passe-t-il lorsque l'idée de justice cesse de suivre les règles? Que se passe-t-il lorsque le chef de l'État décide qu'il est lui-même la loi? L'histoire a déjà répondu à cette question à maintes reprises, et cela ne s'est jamais bien terminé. C'est pourquoi vous devez suivre cette chaîne, car alors que de nombreux médias ignorent la racine du problème, ici, nous allons droit au cœur de la crise. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, inscrivez-vous dès maintenant. Vous trouverez ici la lucidité que les grands médias évitent de fournir. Et ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'information qui libère ne soit pas étouffée par le bruit de la propagande. Maintenant, dites-moi sincèrement, et vous aussi, vous remarquez que la Constitution est en train d'être démantelée sous nos yeux. Laissez un commentaire. Je vois ce qui se passe, et je ne vais plus faire semblant que tout est normal. Votre commentaire pourrait bien être exactement ce qui va réveiller quelqu'un d'autre. Cela peut sembler insignifiant, mais c'est ainsi qu'on évite que le silence ne devienne complicité. Car lorsque même la Cour suprême est obligée de sortir de sa neutralité, c'est que la démocratie appelle déjà à l'aide à voix haute. Le plus inquiétant dans tout cela est la manière dont ce comportement a été accepté comme normal. Ce qui, auparavant, aurait provoqué une indignation immédiate et un rejet quasi unanime, se dissout aujourd'hui dans une succession de gros titres qui apparaissent et disparaissent en l'espace de quelques heures. La normalisation de la rupture constitutionnelle est peut-être le danger le plus grave auquel nous sommes confrontés actuellement. Lorsqu'un président affirme ouvertement que les magistrats n'ont aucune autorité sur lui, et qu'aucune réaction ferme ne vient des institutions, c'est le signe que le système est déjà profondément compromis. Cette destruction ne se produit pas par explosion, mais comme une infiltration silencieuse rongeant lentement les piliers alors qu'en surface, tout semble continuer à fonctionner. Le silence des autres ministres, la prudence excessive des médias traditionnels pour éviter de paraître alarmistes, et la difficulté de la population elle-même à comprendre la gravité du risque sont les symptômes d'un même état collectif. Nous sommes engourdis. Après des années passées en état d'alerte constant, nous avons perdu la capacité de percevoir quand une limite critique a été franchie. Et lorsqu'une démocratie franchit ce point, ce qui suit est généralement obscur, dangereux, et presque toujours impossible à inverser. Le conflit entre Donald Trump et le système judiciaire n'est pas une divergence d'interprétation juridique. Il s'agit d'une tentative calculée de détruire toute forme de contrôle externe sur le pouvoir présidentiel. C'est la construction d'un récit dans lequel seul le président parle au nom du peuple, et tous les autres, journalistes, membres du Congrès, juges, sont présentés comme des ennemis. C'est le scénario idéal pour la naissance d'un régime autoritaire. Et ceux qui étudient l'histoire contemporaine le savent, le scénario est toujours le même, quel que soit le pays. On commence par semer le doute sur la légitimité des institutions. Ensuite, on accuse leurs membres de sabotage. Et puis, on exige le remplacement de ceux qui ne se conforment pas. Et enfin, on gouverne par décret, sans résistance. Donald Trump suit ce manuel à la lettre. Le plus troublant, c'est qu'il le fait avec le soutien d'une partie importante de l'électorat, conditionné à croire que toute forme d'opposition est un complot contre la volonté populaire. C'est un cycle destructeur. Ceux qui dénoncent les abus sont qualifiés de traîtres.
tandis que la figure du leader est élevée au rang de symbole de la nation elle-même. Ce n'est pas de la démocratie, c'est le culte du leader. Et ce culte est sur le point de faire tomber les dernières barrières qui empêchent encore le pouvoir absolu. Les procédures qui ont été portées devant la Cour suprême concernant l'étendue des pouvoirs présidentiels de Donald Trump ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont la conséquence directe d'une stratégie fondée sur des décrets, des ordres d'urgence et des interprétations extraordinaires de la loi. La Constitution des États-Unis a été formulée précisément pour empêcher qu'un seul individu n'accumule le pouvoir de légiférer, d'exécuter et de juger. Cependant, en déclarant des urgences nationales pour imposer des tarifs unilatéraux, expulser des groupes entiers, utiliser l'armée à des fins civiles, et tenter de redéfinir des concepts centraux tels que le droit à la citoyenneté par naissance. Donald Trump pousse la Cour suprême au cœur d'une décision historique. Définir jusqu'où s'étend le pouvoir de la fonction présidentielle. Ce qui est en jeu, ce ne sont pas des mesures ponctuelles, mais les contours mêmes de l'autorité de l'exécutif. Lorsqu'un président affirme qu'il peut ignorer les décisions judiciaires dès lors qu'il invoque la sécurité nationale, il crée une brèche permettant de traiter n'importe quel sujet comme une urgence. Et lorsque tout peut être transformé en urgence, il n'y a plus de contrôle réel. Il suffit que le président décide qu'il doit agir. Si la Cour suprême autorise ce type de manœuvre, elle renonce au rôle que la Constitution lui a attribué. C'est pourquoi la position de John Roberts revêt une telle importance. Ce n'est pas un magistrat aux positions extrêmes. Au contraire, il a toujours défendu la sobriété, la discrétion et l'équilibre institutionnel. Mais lorsqu'il décide de s'exprimer, c'est parce qu'il a compris que ce qui est en jeu n'est plus un différend politique, mais la survie de l'indépendance judiciaire. Sa déclaration, rédigée avec soin et technicité, était un avertissement presque désespéré, pour rappeler que tenter de destituer des juges pour désaccord sur le fond est un coup porté directement à l'autonomie des tribunaux. Accepter ce type de représailles reviendrait à placer la justice sous la dépendance totale de l'exécutif. Et lorsqu'un magistrat fédéral est ridiculisé et qualifié de lunatique simplement pour avoir rempli son obligation constitutionnelle, le message est clair. Soit le pays réagit maintenant, soit le prochain juge sera destitué pour avoir respecté la loi. Et après lui, ce sera le tour des procureurs, des journalistes, des fonctionnaires, toute personne qui refuse de servir le projet de pouvoir personnel d'un président qui se considère au-dessus de tout. Les conséquences de ce conflit dépassent le domaine juridique. Elles touchent le cœur même de la société américaine. La conviction que les règles s'appliquent à tous commence à s'effriter lorsque le chef de l'exécutif démontre à maintes reprises qu'il peut les enfreindre sans être puni. Cela contamine l'ensemble du tissu social. Si le président peut défier les décisions judiciaires et insulter les magistrats, qu'est-ce qui empêche un policier d'ignorer les limites légales? Qu'est-ce qui oblige un grand entrepreneur à respecter les normes de protection de l'environnement? Pourquoi un citoyen ordinaire obéirait-il aux règles fiscales ou administratives? La dégradation de l'autorité judiciaire ouvre la voie à un environnement où le pouvoir s'exerce par la force, l'influence ou l'impunité, jamais par la loi. Et lorsque cette logique s'installe au sommet, elle se répand à toutes les couches de la vie publique. C'est le début d'une anarchie institutionnelle, une anarchie où seuls les puissants ont les moyens de gagner. Dans ce scénario, une question inévitable se pose. Qui peut contenir un président qui ne reconnaît plus aucune limite autre que sa propre volonté? En théorie, il appartiendrait au Congrès de restreindre les abus par le biais de la destitution. Mais en réalité, le Congrès est paralysé par la polarisation et la crainte de représailles politiques. De nombreux parlementaires qui comprennent clairement le risque que représente Donald Trump refusent de l'affronter, craignant de perdre le soutien électoral ou de devenir la cible des militants radicaux pro-Trump. Il en résulte un pouvoir législatif qui assiste passivement, tandis que le pouvoir exécutif occupe des espaces qui ne lui appartiennent pas. Et si le Congrès n'agit pas, il ne reste plus à la société organisée que le rôle de la résistance. Mais même l'opinion publique
est fragmentée au point de ne pas pouvoir former une défense minimale de l'ordre démocratique. La crise n'est plus institutionnelle, elle est devenue existentielle. Il ne s'agit plus de savoir quel parti détient la majorité. Il s'agit de savoir si la Constitution a encore une valeur réelle, ou si elle est devenue un simple élément décoratif, utilisé dans les discours solennels, tandis que le pays est gouverné par les impulsions d'un individu. Cette incertitude détruit la confiance collective, affaiblit l'engagement envers les règles et alimente un sentiment de désorientation nationale. Des millions de citoyens américains observent ce qui se passe et ont le sentiment d'avoir perdu tout contrôle sur leur propre destin politique, que le vote ne suffit plus, que les institutions ne répondent pas, que la vérité a perdu toute pertinence. C'est l'environnement idéal pour l'avancée de l'autoritarisme. Une société fatiguée, divisée et incrédule est une société vulnérable. Facile à manipuler, facile à convaincre qu'il n'y a qu'une seule issue. Facile à livrer sa liberté en échange d'une promesse de force. Et c'est pourquoi ce geste, le ministre de la Cour suprême se levant et quittant la salle pendant que Donald Trump parlait, est si symbolique. Ce départ silencieux résumait toute la gravité de la crise. Il n'a pas débattu, n'a pas argumenté, ne s'est pas énervé. Il s'est simplement retiré, comme quelqu'un qui se rend compte que le respect institutionnel a été rompu, comme quelqu'un qui comprend que l'ère de la prudence est peut-être révolue. Cet acte, qui pourrait être interprété comme une attitude individuelle, est le signe le plus clair que le système est en train d'imploser de l'intérieur. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup persistent à faire semblant que tout est normal. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ne faites pas partie de ceux qui préfèrent croire à l'illusion. Vous en avez trop vu pour faire marche arrière. Et si vous voulez continuer à comprendre ce qui se passe réellement, sans filtre, sans subterfuge, sans crainte, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, notre engagement est envers la vérité cachée derrière le rideau de fumée. Alors que beaucoup offrent des distractions, ici, vous trouverez la conscience. À ce stade, il n'y a plus aucun doute que nous assistons à un moment de rupture historique dans la vie politique et institutionnelle des États-Unis. Ce qui, pendant des années, semblait n'être qu'une série de discours enflammés, de disputes avec des journalistes et de décrets présidentiels controversés, est désormais devenu un test explicite de la résistance de la structure constitutionnelle elle-même. Lorsque le commandant en chef de la plus grande puissance mondiale commence à dénigrer ouvertement l'autorité du pouvoir judiciaire, traitant les magistrats fédéraux de fous, exigeant leur destitution et affirmant qu'aucune autre branche du gouvernement ne peut contester sa volonté, nous ne sommes pas face à un conflit insignifiant. Nous sommes face à une offensive directe contre le modèle de gouvernance établi par la Constitution. Et le plus effrayant, c'est que tout cela se passe au grand jour. Tout se passe devant les caméras, dans les arènes publiques, devant des millions de personnes qui suivent les événements en direct. Pourtant, les institutions semblent réagir lentement, comme si elles craignaient d'admettre la gravité de la situation. On a l'impression que le système démocratique lui-même est poussé à ses limites, comme si quelqu'un voulait découvrir jusqu'où il peut tenir avant d'imploser. Les mois à venir seront déterminants. La Cour suprême sera confrontée à des décisions qui pourraient contenir ou accélérer ce processus d'autoritarisme déguisé en légitimité. Les jugements sur les tarifs imposés unilatéralement, les expulsions massives, les remises en question du droit à la citoyenneté par naissance et l'utilisation excessive des pouvoirs d'urgence ne sont pas seulement des litiges administratifs. Ils représentent la frontière exacte entre un gouvernement contrôlé par des limites constitutionnelles et un gouvernement qui agit sans aucune restriction. Et le fait qu'une grande partie des ministres actuels ait été nommés par Donald Trump lui-même rend la situation encore plus tendue. Cela soulève inévitablement des questions sur l'indépendance, les liens politiques et la capacité réelle de la Cour à se positionner au-dessus des intérêts personnels du président qui les a nommés. La figure de John Roberts, par exemple, porte le poids de préserver l'image de la Cour en tant qu'institution impartiale.
Son long silence a été considéré comme faisant partie d'une stratégie de protection institutionnelle. Mais sa récente déclaration a rompu cette stratégie de manière catégorique. Le message implicite est clair. Soit nous réaffirmons les piliers constitutionnels maintenant, soit il n'y aura bientôt plus de base pour les défendre. Le scénario que les experts redoutaient le plus se concrétise rapidement. La possibilité que le président ignore purement et simplement les décisions judiciaires, ce qu'il a lui-même laissé entendre à plusieurs reprises, n'est plus une fiction alarmiste. C'est devenu une menace réelle. Et lorsqu'un chef de l'exécutif décide que les ordonnances judiciaires ne s'appliquent pas à lui, que reste-t-il? La Cour suprême ne dispose pas de bataillon. Elle n'a pas de moyens de coercition armée. Elle dépend de la tradition, du respect institutionnel, du pacte tacite qui soutient la séparation des pouvoirs. Si l'exécutif décide de rompre ce pacte et que le législatif reste silencieux, le pouvoir judiciaire devient une institution purement symbolique. Et c'est plus qu'une catastrophe institutionnelle, c'est un désastre social. Car cela signifie que n'importe qui, le travailleur ordinaire, l'immigrant, la minorité vulnérable, la victime d'abus, n'a plus aucun recours lorsque ses droits sont violés. Cela signifie que la justice cesse d'être un bouclier et devient un ornement. Et sans justice, la liberté devient un privilège exclusif des alliés du pouvoir. Nous sommes arrivés à un point où tout le monde doit faire un choix. La neutralité aujourd'hui est une complicité. Il n'est plus possible de traiter cette crise comme une divergence idéologique entre les partis. Ce qui est attaqué, c'est le fondement même de toute démocratie, la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque le dirigeant tente de subjuguer le pouvoir judiciaire, il ne cherche pas seulement à gouverner avec moins de restrictions, il cherche à gouverner sans opposition. Et tous ceux qui comprennent la valeur de la démocratie savent que les gouvernements sans opposition ne sont pas démocratiques. Ce sont des structures de force, et les structures de force ne s'imposent pas soudainement. Elles se construisent, comme nous le voyons, avec de petites ruptures normalisées, des agressions verbales relativisées, des violations institutionnelles acceptées comme des exagérations momentanées, jusqu'à ce que, lorsque quelqu'un essaie enfin de réagir, il soit déjà trop tard. L'histoire regorge d'exemples de ce type, et ce qui distingue les démocraties qui ont survécu de celles qui ont disparu, c'est précisément la capacité de leurs citoyens à voir le danger avant le point de non-retour. Beaucoup tentent de minimiser les attaques de Donald Trump en prétendant qu'il ne fait que réagir à une prétendue persécution ou défendre ses partisans. Mais c'est précisément ce type de rationalisation qui ouvre la voie aux plus grandes tragédies institutionnelles. Accepter l'abus de pouvoir comme une réponse légitime, c'est admettre que l'état de droit peut être écarté chaque fois qu'il est gênant. Et là où le droit est écarté, il n'y a pas de liberté, il n'y a que le désir de ceux qui sont au sommet. Et, au final, même ceux qui applaudissent aujourd'hui finissent par être victimes du monstre qu'ils ont contribué à nourrir. L'histoire l'a prouvé à maintes reprises. Les dirigeants autoritaires ne reculent pas lorsqu'ils gagnent du terrain. Ils avancent, toujours, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que leur propre volonté. Et quand on observe un président qui exige une loyauté inconditionnelle, intimide les magistrats, transforme ses adversaires en ennemis et tente de réinterpréter la Constitution selon son humeur, nous devons affronter la vérité. Nous ne sommes pas face à une excentricité politique. Nous sommes face à une décision nationale sur le type de pays que les États-Unis souhaitent encore être. Cette vidéo ne se termine pas en offrant du réconfort. Elle se termine en lançant un appel à vous qui êtes arrivés jusqu'ici et qui réalisez que quelque chose de profond est en train de se passer, à vous qui comprenez que la Constitution ne peut continuer à être traitée comme un détail négligeable. Pour vous qui sentez, jour après jour, que la justice ne semble plus avoir le dernier mot, l'objectif de cette chaîne est d'être un espace de lucidité au milieu de la confusion, une tranchée contre la manipulation. Un lieu où la crise est expliquée sans crainte et sans phare,
et aussi un rappel que même dans les moments les plus sombres, il existe encore un espace pour une résistance consciente. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de voir ce qui se passe. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une reconfiguration historique. Et si vous n'agissez pas maintenant, il n'y aura peut-être pas d'autre occasion. L'avenir s'écrit en ce moment même, et votre participation est essentielle. Ne laissez pas votre voix se perdre. Que votre indignation soit le début de quelque chose de plus grand, car lorsque le silence règne, la vérité doit résonner. Et la démocratie ne survit que lorsque des personnes comme vous décident de ne plus assister passivement au démantèlement du pays sous leurs yeux. Le choix est fait. À vous maintenant de décider si vous resterez silencieux ou si vous participerez au changement.